Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Mauli. Chenni Beri Sigeka Foba. Le grand dialogue. Auditeurs et téléspectateurs, bienvenue au Grand Dialogue de ce lundi 21 novembre. Ils n'ont pas été beaucoup à se bousculer au portillon hier pour voter. Les élections communales se sont déroulées au Mali hier 20 novembre. 688 sur les 703 communes devaient donc choisir leur maire. Une quinzaine de localités étaient dès le départ exclues pour surtout des raisons sécuritaires. Il s'agit essentiellement de ces zones du pays qui échappent encore au contrôle de l'État malgré la forte présence militaire. Quel est le bilan donc de ces municipales? Que faut-il faire des communes qui n'ont pas voté? Les maires qui seront élus à l'issue de ce scrutin sont-ils réellement légitimes? N'y a-t-il pas une confusion juridique entre la nouvelle et l'ancienne loi électorale? Quelques questions auxquelles nos invités tenteront de répondre. Il s'agit de Isiaka Kampo, il est le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, donc la CENI, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections, et Nuhou Sarr, président du Front africain pour le développement, FAD, parti d'opposition. Également en ligne avec nous, l'honorable Zoumananchi Doumbia du CDS Mrotiya, il est de la majorité présidentielle. Je suis Ousmane Diadé Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gadi Kanté. Le grand dialogue. Bienvenue. Le collège électoral a été convoqué hier dimanche 20 novembre 2016 pour élire les maires après une campagne électorale plutôt timide qui a été ouverte depuis le vendredi 4 novembre 2016. Le scrutin a pu se tenir dans la majorité des 688 communes. Environ 640 communes ont pu voter. D'ores et déjà, une cinquantaine de communes n'ont pas pu voter et nos analyses ont montré que cela fait à peu près 90% des 688 communes qui ont été votées. Nuhou Sarr, vous êtes le président du Front africain pour le développement, le FAD, un parti d'opposition. Quelle est déjà votre lecture sur le bilan de ces élections? Bonsoir, monsieur Diadje. Merci à Studio Tamani pour l'organisation de ce débat. Alors, je voudrais tout simplement dire que le bilan de ces élections qui viennent de passer est catastrophique, notamment en termes de participation. Vous avez dû constater la faible affluence des électeurs qui, ceci explique un échec total de l'organisation de ces élections. Nous allons rentrer plus dans le détail, notamment sur la question de cette confusion sémée par le gouvernement de la République du Mali au sujet de la loi électorale applicable. Merci. Alors, avant de donner la parole à la CENI, Ibrahima Sango, vous êtes le président de l'Observatoire des élections. Quel est le bilan déjà, même si on n'a pas encore les chiffres? Est-ce que les gens sont sortis voter? Merci beaucoup, merci aux auditeurs et aux auditrices de Studio Tamani. Pour nous, les gens ne sont pas sortis massivement pour voter, et c'est là pour plusieurs raisons. Mais à notre analyse, quand on va entrer dans les détails, nous allons pouvoir plancher sur certains critères. Pour nous, organisations de la société civile, qui sommes dans l'observation électorale, il y a des critères et puis des points de vue. Une élection, pour nous, il y a la question de régularité des élections. Est-ce que les élections sont régulières? Est-ce qu'elles sont libres? Est-ce qu'elles sont transparentes? Est-ce qu'elles sont équitables? Est-ce que le vote a été sincère? Donc, c'est des questions auxquelles nous pourrons répondre ultérieurement, mais d'ores et déjà, on peut dire que les gens ne sont pas sortis massivement et c'est là pour plusieurs raisons. Nous allons rentrer dans le détail et nous allons en parler. Alors, vous vous plaignez, il y a un petit moment, on l'a vu sur ce même plateau, de la non-implication justement de certaines organisations de la société civile dans l'organisation de ces élections. Est-ce que finalement, vous avez été impliqué? Pas du tout, parce que nous avons fait une conférence le 12 novembre, une déclaration pour alerter sur ce coup d'État électoral qui s'est préparé. Finalement, nous avons fait des recommandations et ni l'administration ni les partenaires techniques n'ont pu répondre à ces recommandations. Donc c'est sur fonds propres que l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance a suivi le processus électoral. D'ailleurs, on est en train de le suivre depuis 2014 jusqu'à présent pour suivre le processus électoral et faire des recommandations. Et nous avons cette fois-ci aussi des recommandations fortes, mais avant ça, nous allons plancher sur les questions des élections, à savoir est-ce que c'est vraiment des élections qui sont tenues ou bien c'est autre chose. Merci. Isiaka Kampo, vous êtes le vice-président de la CENI. Dites-moi, est-ce que d'ores et déjà on a les chiffres de la participation au niveau de la CENI? Merci bien, nous remercions le studio Tamani et tous ceux qui sont autour de la table. Pour le moment, c'est en compte-gouttes que nos éléments sur le terrain sont en train de nous envoyer les résultats. Donc nous, on n'a pas de taux de participation pour le moment. D'accord, mais globalement, jusqu'ici, est-ce que le taux il est plutôt correct ou en dessous de la moyenne, jusqu'ici?
C'est un taux moyen parce que les élections au Mali, en 2013, c'était une exception. Sinon, on sait que le taux moyen à Bamako, c'est autour de 22%. Et à l'intérieur, on avoisine les 30%. Et le taux le plus élevé au Mali, c'est au nord où on a dans les 44-45%. Au Mali, le taux n'a jamais atteint les 50%. En 2013, c'était vraiment une exception. Alors, est-ce qu'on s'achemine un peu vers justement ce taux moyen-là déjà pour le Bamako? Oui, Bamako, ce qu'on a vu hier dans la journée, nous pensons que ça va rester dans l'ordre de 20-22%. Merci. Restez donc avec nous pour la suite de cette émission. Monsieur Sarr, justement, Nuhum Sarr du FAD, dites-moi, une cinquantaine de communes sur 688 quand même n'ont pas pu voter. Est-ce que c'était prévisible? C'était plus que prévisible. Nous avions en son temps alerté le gouvernement sur le contexte sécuritaire qui fait que organiser des élections dans ces conditions serait très difficile. Et comme vous le savez, le gouvernement qui a adopté une politique d'autruche, qui fait une fuite en avant, improvisation sur improvisation, a décidé d'organiser ces élections, d'éjecter l'argent du contribuable malien, sachant que dans certaines localités, il y aura des problèmes. À Ténenkou, sur 11 communes, on n'avait que 2 communes qui ont pu voter. On va justement revenir tout à l'heure dans le second chapitre pour parler de ces zones-là. Les questions sécuritaires ont fait que ces élections ne pouvaient pas se tenir correctement. Les autorités ne sont pas présentes dans certaines localités. Est-ce que les questions sécuritaires étaient justement les seules... Est-ce que la sécurité était le seul facteur? La sécurité est un facteur majeur parce que pour parler d'élections, il faut que les gens se sentent en sécurité pour aller voter. Et s'il n'y a pas de sécurité, je ne vois pas comment, par quelle magie on peut faire voter les gens. Mais c'était prévisible que ces localités n'allaient pas pouvoir voter. C'était prévisible et c'est fait exprès pour qu'on se retrouve dans ces situations-là. En tout cas, nous, on l'avait prévu. Et aujourd'hui, nous déplorons fortement le fait que certaines localités de la République du Mali, sur le même territoire, n'aient pas pu voter comme ça a été le cas à Bamako et dans plusieurs autres régions. Dites-moi si, par exemple, en 2018, justement, pour les élections, la situation sécuritaire n'était pas encore au bout fixe, on ne le souhaite pas. Est-ce que vous accepteriez de repousser les élections présidentielles pour autant? Bon, et c'est difficile pour moi de me prononcer sur 2018. En tout cas, ce que je peux vous dire juridiquement, pour l'élection présidentielle, la circonscription électorale, c'est l'ensemble du territoire. Et pour les communales, la circonscription électorale, ce sont les communes. Alors, nous attendons 2018 pour aviser sur cette question. Merci. Ibrahima Sango de l'Observatoire, dites-moi, quelles sont les raisons évoquées justement par certaines des communes? Je sais que vous avez déplacé vos observateurs sur le terrain. Quelles sont certaines des raisons évoquées dans certaines des communes qui n'ont pas pu voter? Merci beaucoup. Vous savez, le report des élections, aujourd'hui on est en novembre avec la tenue de ces élections, on est à un mandat de 7 ans et 7 mois pour les conseillers au lieu d'un mandat de 5 ans réglementaires. Donc cela met en cause la tenue même des élections, ça veut dire que ce n'était pas des élections régulières. Des élections doivent être régulières. Ensuite, nous pensons que la faute du gouvernement... Mais à qui la faute justement? Est-ce que c'est la faute à quelqu'un? Oui, la faute du gouvernement, c'est que dans la loi électorale, il y a l'article 85 qui règle cet état de questions. L'article 85 dit qu'on peut convoquer des élections dans certaines communes et laisser d'autres communes. Progressivement, quand la paix va revenir, on peut organiser. Donc l'article 85 de la loi électorale est très clair là-dessus. Parce que les différents rapports, le report des élections, c'est que l'administration est absente dans certaines localités de Mopti, de Tombouctou, Gao, Kidal, Menakataoudeni. Il n'y a pas d'administration. Donc on a un Mali coupé en deux. Et puis la participation des réfugiés et des déplacés au processus électoral. Et puis la recrudescence du banditisme et l'insécurité grandissante sur l'ensemble du territoire. Cela ramène à la signature de l'accord de paix. L'accord de paix a été signé, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun effort de la part des groupes armés. Et on parle aussi de la bonne foi du gouvernement. Donc le gouvernement a convoqué le collège électoral depuis le 10 août, sachant bien que sur l'ensemble du territoire, on ne peut pas tenir des élections. Donc ça, c'est vraiment la première faute, ça incombe au gouvernement. Et nous pensons que
il y a toujours des défis, des grands défis. Et ces élections n'ont pas été libres du tout parce que les élections n'ont pas pu se tenir sur l'ensemble du territoire. Il y a des violences qui ont émaillé le scrutin. Il y a des citoyens qui ont été empêchés de voter. Des groupes armés qui sont signataires et non signataires de l'accord ont empêché les gens de voter. Il y a eu la terreur sur les élections. Alors, et puis la non-tenue je sur pose la l'ensemble même du territoire. question que j'ai posée à M. Sarr tout à l'heure. Est-ce que c'était prévisible tout ça? C'est prévisible quand on voit l'évolution des choses au Mali. Vous savez, l'accord a été signé, mais jusqu'à présent, on traîne. Le gouvernement, dans un premier temps, a pris l'accord pour dire à tout le monde, voilà le sésame, ouvre-toi, sésame, ouvre-toi. Donc c'est la meilleure chose du monde. Alors que l'accompagnement qui doit suivre la signature de l'accord et tout ça, c'est l'éducation civique, la sensibilisation et puis la mobilisation des gens. Pour faire comprendre à tous les Maliens que la conquête du pouvoir, ce n'est pas par les armes, mais c'est par les urnes. Ce travail d'éducation civique, de sensibilisation des citoyens n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc c'est prévisible que jusqu'à présent des groupes au nord puissent se mettre en tête que bon, il faut prendre les fusils pour avoir les dividendes. Et si on voit aussi le gouvernement actuel où des signataires de l'accord ont leurs représentants dans le gouvernement. Donc ça veut dire que les autres vont dire mais ils ont pris les armes, ils ont des représentants dans le gouvernement comme ministre, comme ceci, comme cela. Donc nous aussi, il faut qu'on continue à prendre des armes. Donc ce travail d'éducation civique, de sensibilisation, de mobilisation des gens, ça n'a pas été fait. Et tant que ça ne sera pas fait, on va continuer à être dans cette situation jusqu'en 2018. Merci. L'honorable Ould Sidi Mohamed, député élu du RPM, qui est donc de la majorité, intervient depuis Tessalit. Honorable, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Alors, comment s'est déroulé le scrutin déjà au niveau de Tessalit? Là, c'est pas Tessalit. Alors, Gundam, pardon, mais toutes mes excuses. Alors, comment s'est déroulé le scrutin à Gundam? Bon, à Gundam, sur 16 communes, il y a eu un scrutin normal dans 2 communes. La commune de Gundam-Ville et la commune de Tonka. Les 14 autres communes, le mouvement armé, notamment la SEMA qui est dans la zone de Gundam, a interdit le déplacement les premières villes qu'on a envoyées à Dintiri, on les a brûlées. Et depuis lors, l'administration et même les politiciens sont restés à Gundam jusqu'à la fin de l'opération. On a dit que ce n'est pas la peine de créer un désordre. On va amener du matériel, ils vont le brûler comme à Dintiri et ça ne pourra pas avoir lieu. Donc pratiquement, et ça s'est très bien déroulé comme dans ces deux communes, la ville urbaine de Gundam et la grosse commune de Tonka qui a plus de 40 villages. Voilà. D'accord, merci honorable. Restez donc connectés avec nous le temps de faire réagir Isiaka Campo. Il est le vice-président de la Commission électorale nationale. Alors, Monsieur Campo, on a entendu beaucoup de plaintes venant des citoyens par rapport à une mauvaise organisation justement dans certaines communes, beaucoup plus à Bamako d'ailleurs. Quel est votre constat sur le terrain? Merci bien. Je pense qu'on a eu le même constat. Hein. Le même constat parce que le matériel électoral qui était en retard, le personnel qui était en retard, et aussi le vote, les procédures de vote qui n'étaient pas maîtrisées par les agents. Tout ça, c'est des observations que nous allons faire et lors de l'évaluation, nous allons dire à qui le droit, c'est-à-dire à l'administration électorale qui organise, parce que la CENI est là pour superviser. Merci beaucoup. Restez encore avec nous. Nous, Sarr, vous êtes le président du Front africain pour le développement, le FAD. Est-ce que vous avez l'impression que les Maliens ont compris les enjeux de ces élections-là? Non, pas du tout. Les Maliens ont d'autres priorités. Aujourd'hui, vous savez très bien que la première priorité, c'est la question sécuritaire qui préoccupe les Maliens. Aujourd'hui, c'est le retrouvail de la dignité des Maliens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une bonne partie du territoire national échappe à l'autorité légitime du Mali. Donc ça, ce sont des préoccupations majeures que les Maliens demandent qu'on prenne en compte. Ce sont ces questions qu'il faut résoudre avant de s'aventurer dans l'organisation des élections comme ce fut le cas. Quand on s'aventure comme on vient de le faire, ce sont les résultats qu'on atteint. La désorganisation totale
refus de participation des citoyens qui pose la question même de la légitimité des conseillers et maires qui sortiront de ces élections-là. Donc, pour nous, les Maliens ont certes compris les enjeux des élections, mais ils ont d'autres priorités. C'est recouvrir l'intégrité du territoire, c'est faire en sorte qu'il y ait une relance économique, c'est faire en sorte que notre école, notre système de santé puisse retrouver leur lettre de noblesse, c'est faire en sorte que le pays puisse retrouver sa fierté et sa dignité. Mais ce n'est pas se lancer dans des aventures aussi ambiguës. On va observer quelques secondes de pause et je reviendrai vous poser encore quelques questions. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Si vous venez de nous rejoindre, restez donc connectés. Vous suivez le grand dialogue du Studio Tamani. On essaie de faire le bilan des communales 2016. Donc, au Mali, nous recevons sur ce plateau Isiaka Campo, qui est au téléphone, vice-président de la CENI, Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections, Nouhoun Sarr, il est le président du phare, honorable Ould Sidi Mohamed, député du LPM, qui intervient depuis Gundam, si j'ai bien compris. Alors, donc, Nouhoun Sarr, dites-moi, donc, on parlait tout à l'heure de challenge, justement, de la compréhension, mais est-ce que ce n'était pas justement une nécessité vitale justement de faire ces élections-là qui n'ont que trop duré? Non, les élections ont trop duré. Pourquoi? Parce qu'il y a problème. Et vous savez, le Mali... Est-ce que ce n'est pas une des manières de résoudre ces problèmes-là? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Ça aggrave la situation. Nous avons dit ici, le grand frère a parlé des accords qu'ils ont signés, que nous avons dénoncés et que nous continuons de combattre. Ils sont incapables d'appliquer des accords qu'eux-mêmes ils ont signés. Et nous leur avons dit à son temps que c'est de mauvais accords qui remettent en cause tous les principes, tous les acquis démocratiques du Mali. C'est la prime à la rébellion. Aujourd'hui, si d'autres groupes se lèvent et empêchent des élections dans certaines parties du pays, c'est parce qu'ils ont compris que notre gouvernement a adopté une politique de prime à la violence, de prime à la guerre, de prime à la révolte, de prime à la rébellion. Et le grand frère l'a dit, des gens qui ont les mains entachées de sang sont aujourd'hui au gouvernement de la République. Et ça ne fait qu'envoyer un signal d'encouragement à d'autres pour dire qu'au Mali, pour être entendu, au Mali, pour être écouté, pour venir rompre le jeûne au palais, il faut avoir un groupe armé, il faut prendre des armes. Nous pensons que c'est l'unité nationale qu'il faut d'abord préserver, c'est l'intégrité du territoire, c'est faire en sorte que les Maliens se retrouvent à l'occasion d'un congrès extraordinaire pour poser les bases de la refondation globale du pays. L'accord prévoit la conférence internationale, hein? N'importe quoi. Je dis, pour nous, on ne veut même pas parler de ces accords-là. Pour nous, ces accords sont non seulement le chemin, le boulevard pour la partition du pays, c'est au-delà de ça, c'est une insulte aux martyrs de 91, c'est une insulte aux pères de l'indépendance et nous avons dit à qui veut l'entendre, nous combattrons ces accords quel que soit le prix à payer. Alors, honorable Ould Sidi Mohamed, vous avez entendu un peu les propos de l'opposition. Est-ce que vous souhaitez réagir à ces propos-là? Bon, moi je pense que l'opposition elle est dans son rôle toujours, son rôle de critique et de... Ce que je lui concède de son rôle, mais je pense qu'elle doit être plus objective à mon avis, parce qu'ils savent que dans un pays, la guerre n'a jamais payé, il vaut mieux faire la paix que de faire la guerre. C'est des Maliens, on est entre nous Maliens, les rebelles c'est des Maliens, nous sommes tous Maliens ici. Il y a une incompréhension entre nous et eux. Il y a eu les accords d'Alger. Les accords d'Alger signés le 15 et le 20. Moi, je suppose que le gouvernement, selon les moyens qu'il a, il est en train d'appliquer l'accord. Peut-être que ça ne peut pas, l'accord ne peut pas être comme un avion, ça ne peut pas filer à la vitesse de croisière qu'eux ils veulent. Mais je pense qu'on est en train de faire et personne ne met en cause les accords, ni eux, ni le gouvernement.
Merci, honorable. Restez donc connecté avec nous. L'un des défis majeurs de ces élections était justement la sécurisation du vote. On a vu cette attaque à 100 km de Bambara-Maoudé, attaque dans laquelle d'ailleurs malheureusement un officier malien a perdu la vie. Des bandits armés ont envahi la commune de Léré, Djanké, Soumpi, saccagé de matériel électoral. Alors justement, en plus de cela, on a eu des attaques à Mabouk où les élections ont été reportées. Djungali dans la région de Mopti, l'enlèvement d'un candidat carrément, une attaque à Dili dans la région de Koulikoro, où on a volé carrément l'argent des élections. On va écouter un enregistrement à ce sujet d'ailleurs. L'attaque s'est déroulée aux environs de 23h55. On voyait venir 2 pick-up venir tourner au niveau de la sous-préfecture. Les hommes armés sont descendus. On a regardé par derrière, on a vu à la rentrée de la ville, il y avait 3 autres pick-up, tous blindés, armés, remplis de personnes qui sont dirigés vers le sous-préfet. Et ils ont trouvé le sous-préfet à domicile en train de prendre ses ablutions. Ils sont sortis avec le sous-préfet au dehors. Là, directement, ils n'ont pas retrouvé... vu le chauffeur, ils sont retournés encore à la maison, le sous-préfet allait prendre la clé pour les remettre. Là maintenant, ils ont demandé au sous-préfet que l'argent de l'organisation des élections soit rentré avec le sous-préfet dans sa chambre, ils ont pris le sac. Un autre groupe s'est dirigé vers le centre de santé de Dili et ils ont exigé au docteur de donner la clé de l'ambulance. Et ils ont pris l'ambulance aussi. Ils ont tiré des rafales à l'air et ils sont partis avec les 2 véhicules. Ibrahima Sango, des élections entachées par des perturbations au niveau sécuritaire. Il y a même un officier malien qui a perdu la vie en amenant justement du matériel électoral. Bien sûr, ça fait partie des défis qu'on a relevé il y a peu de temps par rapport à la tenue de ces élections. Vous savez, actuellement, il y a le défi de la réconciliation nationale et de la paix. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de paix, bien que l'accord ait été signé. Parce que quand l'accord a été signé le 15 mai et le 20 juin à Bamako, si vous vous souvenez sont bons, 2015, donc on parlait de conférence d'entente nationale. À notre avis, il fallait d'abord faire cette conférence d'entente nationale pour que tout le monde se parle et que tout le monde puisse regarder dans la même direction. Mais jusqu'à présent, cela n'a pas été le cas et cela force bien les choses. Et puis il y a le défi de la bonne gouvernance, le défi de la sécurité se pose, le défi de la bonne justice, de l'équité sociale et du développement, ça se pose. Or, tout ça c'est nécessaire pour l'émergence d'un État fort et crédible. Outre ce témoignage, il y a aussi nos observateurs qui ont relevé qu'à Douaza, à 12 km de Douaza, il y a des gens qui ont des membres des bureaux de vote qui ont été bastonnés et jusqu'à présent ils sont au CCRF de Douaza. Ils sont couchés malades là-bas. À Kourou, un candidat a été carrément enlevé. Donc on ne peut pas revenir tout ce qu'il y a eu pendant ces élections en termes de sécurité, mais encore une fois, il appartient au gouvernement de prendre les dispositions du douane pour que la sécurité revienne dans le pays, pour que les réfugiés et les déplacés qui sont hors du Mali reviennent pour participer aux échéances électorales. Et donc tout ça, c'est des défis qui s'imposent et que la gouvernance actuelle n'arrive pas à relever. Merci. On va revenir parler d'ailleurs des réfugiés tout à l'heure. Isiaka Kampo, Léré, Djanké, Soumpi, beaucoup les élections ont été reportées. Alors, est-ce que ces événements ne sont pas justement de nature à entacher la crédibilité du scrutin? Non, pas du tout, parce que les élections sont organisées au niveau des communes. C'était 688 communes qui avaient déposé des listes sur lesquelles on a une quarantaine de communes où, pour des causes d'incidents, en tout cas, on n'a pas tenu les élections. Donc, ça ne peut pas jouer sur la crédibilité. Par ailleurs, la loi règle ce problème. Là où on n'a pas pu organiser ces élections, il y aura des élections partielles. Et aussi avec l'application de l'accord d'Alger, c'est que c'est les autorités intérimaires qui seront installées et c'est à elles d'organiser les futures élections quand il y aura la sécurité. Merci. Alors, justement, sur la question des réfugiés, est-ce qu'on ne pouvait pas trouver une solution, à défaut de pouvoir amener ces réfugiés, justement, Noussar, au Mali, est-ce qu'on ne pouvait pas, justement, leur amener les spécimens, leur amener les candidats, que les candidats aillent battre campagne dans les différents camps de réfugiés et qu'on puisse les faire voter? Non, je crois que ça, si prendre cette décision, ce serait une décision très mal inspirée parce que ce n'est pas le territoire malien, ils ne sont pas au Mali. Pour nous, un ensemble de dispositifs doit être mis en place pour que ces réfugiés reviennent. Et pour ça, il faut que le gouvernement de la République du Mali cesse de distraire le pays, renonce à jamais à l'accord d'Alger pour amorcer un véritable processus
de réconciliation nationale, un véritable processus de construction de la paix. Aujourd'hui, le grand frère l'a dit, l'accord, qu'est-ce que ça a donné? C'est la prolifération des groupes armés, la floraison des groupes armés, des milices un peu partout. C'est ce que nous avons appelé la somalisation du Mali. Et le constat, il est là. Les réfugiés maliens doivent rentrer chez eux. S'ils doivent voter, ils voteront sur leur territoire. Alors, je ne pense pas qu'il serait acceptable que l'on dise, bon, ils sont sur un autre territoire, apportons les spécimens, allons-y battre campagne. Mais ce n'est pas leur pays. Qu'ils reviennent dans leur pays. Et cela sera possible avec une vision politique globale, avec une vision très sincère et véridique de la situation générale du pays pour faire en sorte que ces gens qui n'ont que trop souffert, ces gens qui sont loin de leur famille, qui sont loin de la terre de leurs ancêtres, puissent revenir et participer pleinement au processus politique qui de façon sincère permettra de résoudre cette crise que nous vivons depuis un certain temps. Merci. Honorable Ould Sidi Mohamed, vous intervenez au téléphone depuis donc Goundam. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver une solution justement pour faire voter les réfugiés, à défaut de les faire revenir, ramener les urnes dans les différents pays, même si l'opposition n'est pas très d'accord avec? Est-ce que ça n'aurait pas pu, est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager cette solution-là? Bon, non, cette solution n'est pas envisageable parce que les communales, c'est des élections de proximité et les réfugiés sont sur d'autres territoires, le Niger, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, et ce pays n'accepte pas. Un réfugié ne fait pas de la politique à l'intérieur de ce pays. Donc, on aurait pu peut-être, comme vous avez dit, attendre pour que les réfugiés reviennent lorsqu'ils seront rapatriés. En ce temps, on a fait les élections au moment où ils sont là. Ça, c'est envisageable. C'est un peu la raison pour laquelle, peut-être même, le gouvernement n'a pas trop tenu à... On a dit aux gens librement, c'est la démocratie. On a dit, bon, tous les maires de ces réfugiés, parce qu'on peut organiser des élections. Ils ont fait déposer lui dans l'esprit que les maires allaient ramener au moins ces gens-là dans les chefs-lieux de communes, qui ne sont pas loin des frontières, pour voter et puis ils retournent à leur refuge. Parce que pour l'élection du président, les pays avaient autorisé que des juges et des listes électorales soient faites au niveau des choses, mais pas pour les législatives et les communales. Merci honorable. Pour une fois que l'opposition et la majorité s'accordent justement sur un point. Mais dites-moi honorable, est-ce qu'il n'y a pas une confusion juridique avec la nouvelle loi électorale et l'ancienne loi électorale finalement qui a été appliquée? Parce que juridiquement on dit que ça ne doit pas avoir d'effet rétroactif justement. Et l'opposition défend une chose qui n'est pas défendable. Parce que les lois, elles sont votées à l'Assemblée. Et la dernière, on dit toujours, le dernier article qui clôture les lois dit toujours, la présente loi abroge toutes les lois avant, on les cite. Donc à partir du moment où elle est promulguée par le chef de l'État et elle abroge les autres lois... Mais honorable, on a voté malgré justement cette nouvelle loi, on a voté justement avec l'ancienne loi qui était de rigueur pour ces élections-là. Je vais vous expliquer pourquoi on a voté avec l'ancienne loi. Parce que quand on clôturait les dossiers et tout, c'était l'ancienne loi qui était en vigueur. Celle-là est venue après. Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai écouté les gens de l'opposition dire que les gens de communion vont voter sur l'ancienne loi et que les gens de Messi, pour l'élection partielle, vont voter sur la nouvelle loi. Mais honorable, les règles de la campagne, les gens ont battu campagne avec les règles de la nouvelle loi. Les règles fixées par cette nouvelle loi. Oui, la nouvelle loi, elle sécurise les pauvres parce que vous savez, c'est là où on a dit qu'il est interdit de faire les t-shirts, les trucs. C'est juste les affiches publicitaires qui sont permises, c'est celles qui permettent aux citoyens, aux électeurs d'identifier les candidats. Mais dans un pays pauvre, on doit mettre les gens sur le même plateau. Avant, c'était l'ancienne loi favorisait plutôt les plus riches et les nantis. Et la nouvelle loi maintenant dit que tout le monde est égal
c'est vraiment la crédibilité du candidat qui est valable. D'accord, merci honorable. Quelques secondes de pause, nous reviendrons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Vous suivez le grand dialogue. On essaie de faire le bilan d'une journée de vote au Mali à l'issue des communales 2016. Nous, Sarr, vous êtes de l'opposition, vous êtes du FAD. Cette confusion entre l'ancienne loi et la nouvelle loi électorale, est-ce qu'elle n'était pas de nature à faciliter encore les choses? Monsieur Ousmane, vous savez, hein, pour nous, la gouvernance, c'est une vision. Ce sont des hommes pour animer cette vision. Aujourd'hui, il est clair que le gouvernement malien n'a pas de vision, ils n'ont pas d'hommes pour animer cette vision. Et le Mali est aujourd'hui le seul pays au monde où une loi abrogée, c'est-à-dire qui ne produit pas d'effet, régit une situation. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avant l'adoption de la nouvelle loi électorale, le ministre de l'administration territoriale d'alors a adressé une lettre circulaire à tous les préfets pour leur dire que les élections à venir seront régies par la loi qui va être votée par l'Assemblée nationale. Pas plus tard que le 14 novembre passé, le ministre a publié une autre lettre pour dire que c'est l'ancienne loi, la loi adoptée en 2006, qui va régir les élections. La question qu'on se pose, où est le sérieux dans tout ça? Nous avons lu un avis de la Cour suprême du Mali, sur demande du Premier ministre, qui dit que bien sûr, c'est l'ancienne loi. Mais une loi qui est abrogée, qui a été abrogée, c'est-à-dire qui est caduque, qui ne s'applique pas, comment elle peut s'appliquer? Comment? Nous, on se pose la question. Le dernier de la classe en faculté de droit sait qu'une loi abrogée ne peut à aucun moment produire des effets. Le dernier de la classe le sait. Aujourd'hui, vous avez vu, l'honorable, il a parlé de la loi qu'ils ont votée parce qu'il appartenait à la commission des lois. Nous avons dit que le collège électoral a été convoqué sur la base de l'ancienne loi. Il y a une nouvelle loi. Si cette loi doit régir, il fallait convoquer un autre collège électoral sur la base de la loi adoptée. D'accord. Merci Noussar. On va faire réagir rapidement Ibrahima Sango, le président de l'Observatoire. Cette loi, est-ce qu'elle n'est pas de nature justement à pénaliser certains? Quand on voit le cas de la commune 6, par exemple, les résultats ne sont pas totalement définitifs, mais qu'on voit que l'URD arrive en tête, suivi du RPM, ensuite le MPR. Est-ce que ces gens ne vont pas justement, la majorité ne va bousculer la tête de liste, par exemple, en commune 6? Alors que si c'était la nouvelle loi en vigueur, cela n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Moi, je pense que cela pose même la crédibilité de ces élections communales. La question de la crédibilité des élections communales. Est-ce que ces élections ont été crédibles? Nous pensons que non, parce que déjà l'encadrement légal des élections a été faussé par le ministère lui-même. Vous prenez la nouvelle loi, l'article 210 nouveau dit que la présente loi abroge toute disposition antérieure contraire, notamment la loi 06-044 du 4 septembre 2006. On ne dit pas notamment celle de la loi, mais la loi. Donc la loi est abrogée. Ça veut dire que, en termes terre à terre, ça veut dire qu'aujourd'hui, on veut nous dire, avec l'avis de la Cour suprême, que Ibeka n'est pas le président du Mali, mais c'est Modibo Keïta qui est mort et qui est enterré. C'est la même chose. Donc si on se réfère à ce brigandage, nous on l'appelle un brigandage par rapport à la loi, on pense que cela pose la crédibilité des élections. Donc une loi abrogée ne peut pas servir à une élection. C'est la nouvelle loi qui doit servir, qui doit être le socle. Donc sur ce terrain, quand les partis politiques vont se plaindre à la justice, ils vont avoir raison. Quand ils vont demander à ce que ces élections soient annulées sur toute l'étendue du territoire, ils auront raison parce que l'ancienne loi ne peut pas gérer cette élection communale. Alors, pourquoi ils ont fait ça, le gouvernement a fait ça? C'est pour trouver un échappatoire. Parce que dans la nouvelle loi, on dit que les militaires doivent voter une semaine avant
le jour des élections. C'est le 20 novembre, c'est les élections. Donc le dimanche auparavant, le dimanche avant, les militaires devraient voter. Donc ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir ce délai. Donc ils ont dit non, on retourne à l'ancienne loi, une gymnastique. Donc ça pose un problème de transparence des élections. Les élections communales du 20 novembre 2016 n'ont pas été transparentes parce que l'encadrement légal a été faussé sciemment. On a mis c'est comme une gymnastique, mais ça ne marche pas. Mais est-ce qu'il y a un dispositif constitutionnel qui nous obligeait justement à aller aux élections maintenant? On a déjà attendu 7 ans. On a attendu 7 ans, mais que voulez-vous? Quand on dit qu'il y a l'insécurité, le gouvernement n'arrive pas à faire face à l'insécurité. Quand on dit que l'administration n'est pas présente au nord, le gouvernement n'arrive pas à trouver des réponses à cela. Donc cela pose un problème de gouvernance actuelle au Mali. C'est le gouvernement du Mali qui, depuis 2013 à aujourd'hui, n'arrive pas à répondre aux besoins fondamentaux de la population, des citoyens et des citoyennes du Mali. Est-ce que la communauté internationale n'est pas à blâmer? Parce que dans la plupart des zones justement à risque, on a une forte présence justement des militaires des Nations Unies, on a Barkhane dans ces zones-là, plus les FAMA et en plus de tous ces groupes armés-là. Est-ce que c'est pas toute la communauté internationale déjà qui est à blâmer également? Pas du tout, c'est les Maliens. Vous savez, en 2013 par exemple, à l'époque de la transition, le Mali a pu organiser 4 élections en 6 mois, des élections de sortie de crise. Parce que les autorités en ce moment se sont basées sur tous les citoyens, toutes les citoyennes et tous les citoyens du Mali pour dire on sort de la crise, aidez-nous à sortir de la crise. Mais la nouvelle gouvernance est venue avec un nouveau état d'esprit qui est d'écarter tout ce qui peut apporter quelque chose à notre pays. Merci. Donc ce n'est pas la faute de la communauté internationale. Personne ne fera le Mali à notre place. C'est nous qui le ferons et si on se donne la main, on va sortir le Mali de la crise. Merci. Ishaka Campo, vous êtes de la CENI, vous en êtes le vice-président. Est-ce que justement on ne s'en va pas vers un gouffre justement juridico-constitutionnel à l'issue des résultats de ces élections, où les mécontents pourront demander simplement d'invalider ces élections avec la confusion entre la nouvelle loi et l'ancienne, l'une qui abroge l'autre? Merci beaucoup. Permettez-moi de réagir d'abord par rapport aux voix de réfugiés. Il y a 3 observations. Allez-y. D'abord, je pense que la priorité des réfugiés, ce n'est pas les votes. Ils ne sont pas sur leur territoire, ils veulent revenir sur leur territoire national. Deuxièmement, le vote des réfugiés, le Mali, c'est l'un des rares pays à expérimenter leur vote en 2013 avec les résultats que nous avons. Troisièmement, il faut savoir que le mode de scrutin pour les élections communales ne permet pas matériellement d'organiser les élections au niveau des camps des réfugiés. D'accord. Pour l'élection présidentielle et le référendum. Donc la situation est unique, le territoire national n'est pas de même pour cette élection-là. Maintenant, par rapport au débat juridique qui se pose, c'est qu'en outre, quand on a convoqué le collège électoral, c'était sur la base de la loi 06-044. Chemin faisant, donc, il y a une nouvelle loi qui a été votée par l'Assemblée et promulguée par le président de la République. Alors, malheureusement, au niveau de l'Assemblée, on n'a pas prévu de dispositions transitoires sur un certain nombre d'aspects concernant la tenue de ces élections. Notamment, Sangou vient de parler du problème du vote des militaires. Donc, en interprétant la disposition de la loi, donc l'article 87 nouveau, il fallait faire voter les militaires le 13 novembre. Nous n'avons pas un fichier électoral où la liste des électeurs militaires est distincte des autres. Et dans les autres pays où on connaît le vote des militaires une semaine à l'avance, c'est que le vote est organisé dans les camps. Donc c'est encadré par la loi. Et il se trouve que matériellement et financièrement, on ne pouvait pas organiser. Un autre aspect pour ces élections, c'était la supervision de ces élections par la CENI. Parce que la composition de la CENI a changé en ce qui concerne les partis politiques. Actuellement, ce n'est plus une composition équitable entre les représentants des partis, mais une répartition donc égalitaire entre les représentants de l'opposition et de la majorité. D'où le problème donc, de la validité des élections qui étaient supervisées par l'actuel CENI. Mais comment expliquer justement qu'on batte campagne avec les règles d'une loi et qu'on vote avec les règles d'une autre loi? Non, écoutez, parce que c'était essentiellement par rapport à ces 2 dispositions que le ministère avait des difficultés de les faire appliquer, parce que si quelqu'un attaquait ces élections pour dire que la CENI n'était pas habilitée à superviser ces élections, parce qu'elle est irrégulièrement constituée, et que les militaires devaient voter
sur l'ensemble du territoire le 13 novembre, il n'y a pas eu vote le 13, donc ça faisait un problème. Je pense que le gouvernement a saisi la Cour suprême, qui est un conseil pour tous les actes du gouvernement, et qui donc a donné un avis pour que le vote de ces militaires et aussi la supervision donc, de ces élections soit assurée par la CENI qui est en place, qui a commencé tout le processus. Mais la lettre du ministre le 14 novembre n'est pas, comme vous l'avez signé, n'est pas très explicite. Donc la confusion, aujourd'hui, la question que les gens se posent, on dit que l'élection a été organisée sur la base de l'ancienne loi. Les gens se demandent est-ce que l'élection du maire se fera comment? Or, l'ancienne loi, la loi 06, a connu des modifications, mais elle porte toujours le nom de loi 06. Donc le maire est élu sur la base de la liste majoritaire. En 2014, il y a eu des dispositions qui ont été amendées, mais elles portent toujours le numéro de la loi 06. Donc cette confusion, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de candidats se le posent. Donc c'est l'ancienne disposition qui s'applique, mais elle a été modifiée. Donc le maire est toujours élu sur la liste ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Donc je pense que la confusion est quelque peu levée justement au niveau également de l'opposition, aussi bien que de la majorité d'ailleurs. Une dernière question. Pas du tout. Hier, on a entendu le Premier ministre justement parler de dispositions spéciales, sans plus, dans les zones où les élections n'ont pas pu se tenir. Qu'est-ce que ça voudrait dire éventuellement? Mais je voudrais d'abord réagir par rapport à cette confusion. Rapidement, il nous reste peu de temps. Il y a toujours cette confusion. La Cour suprême a donné un avis, mais la Cour suprême n'est pas le législateur. La loi, elle est devant nous. Elle dit qu'elle abroge toutes les dispositions de la loi de 2006. Comment on va appliquer une loi abrogée? C'est une question qu'on se pose. On n'a pas besoin d'être juriste chevronné pour comprendre ça. Elle dit que la nouvelle loi dit que l'ancienne loi n'existe plus. Elle n'a aucun effet. Elle ne produira aucun effet. Quelle confusion on va nous faire? Alors, justement, le Premier ministre a parlé de dispositions spéciales. Le Premier ministre, il dit ce qu'il veut. Hein. Franchement, qu'est-ce que cela voulait entendre? À quand justement quand est-ce qu'on pourrait éventuellement faire le scrutin, voter dans les zones qui n'ont pas pu voter d'une part, et là où, c'est-à-dire à peu près les 15 communes où il n'y avait pas de vote, mais aussi les communes où les élections ont été empêchées. Mais ces gens, ce gouvernement n'a pas encore la conscience des enjeux, n'a pas la conscience de la gravité de la situation. D'accord, ceci étant, mais quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait le faire? Mais si ça ne dépendait que de nous, il n'y aurait pas d'élection hier. Hein. Il n'y aurait pas d'élection. Parce que nous avons dit qu'on n'est pas encore prêt pour aller aux élections. Les autorités intérimaires auraient pris la place des maires? Quelle autorité intérimaire? C'est cette fétiche qui on aurait laissé les délégations spéciales alors? Les délégations spéciales, la loi le prévoit. Hein. Ben, on en a vu dans certaines communes en 2007, en 2009. On en a vu. Un période d'accalmie. Un période d'accalmie, on en a vu. Les autorités, c'est cette fétiche-là qui peine à sortir du terre. Merci Noussar, il nous reste très peu de temps. Honorable Ould Sidi Mohamed, justement, en quoi consisteraient justement ces dispositions spéciales dans les communes où on n'a pas pu voter, comme annoncé par le Premier ministre hier? Bon, le Premier ministre a dit que les communes, dans tous les cas, je vérifie que sur 703 communes, il y a eu 640 communes. Qui ont désormais des élus légaux sur la base de la loi que l'Assemblée nationale a bien voulu voter. Mais les communes où le scrutin n'a pas pu se dérouler, le gouvernement, en conseil de ministres, soit il y a deux communes, soit il va faire, à mon avis, je pense, je ne parle pas en tant que ministre, soit ils vont faire les autorités transitoires, ils vont administrer ces communes en même temps que celles qui viennent d'être élues. Et voilà une période de 6 mois renouvelable une fois. Soit aussi ils vont opter pour le principe de faire des délégations spéciales de ces communes qui vont aussi habiter dans le même statut. Les autorités à peu près la même chose. D'accord. Donc quand est-ce que vous pensez, vous en tant que député de la majorité, quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait très rapidement organiser les élections dans ces zones-là? Moi je pense que dès que les nouveaux conseils fédéraux apprendront comme ça, l'administration va être un peu digérée
on va s'acharner pour vraiment voir comment maintenant le mettre système pour que toutes les communes soient administrées avec des nouveaux villes. Merci honorable, merci. Une dernière question pour Issaka Campo, vice-président de la CENI. Monsieur Campo, en 30 secondes très rapidement, finalement l'issue avec justement tout ça là, est-ce que les gens qui ne sont pas contents ont des recours juridiques pour faire invalider les élections par exemple? Rapidement. Non, les citoyens ont le droit, les candidats ont le droit de porter plainte devant les juges administratifs en la matière pour ces élections communales, pour les opérations électorales. C'est au niveau du juge administratif qu'il faut porter la plainte. Non, avec la nouvelle loi, est-ce que c'est possible? Un deux mots. Merci beaucoup. Ceci met donc un terme justement à notre émission d'aujourd'hui. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde Gagny Kanté, Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. À demain pour notre émission. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.